Bienvenue pour ce nouvel épisode de Reconversion. Aujourd'hui, on accueille David, qui a lui-même suivi une reconversion et qui est là pour nous en parler. Bonjour David. Bonjour, ça va ? Ouais, super, et toi ? Ça va. Bienvenue. Merci. Du coup, dans cet épisode. Est-ce que tu peux te présenter ? Moi c'est David Lévesque, donc j'ai 53 ans et j'habite Valenciennes. D'accord. Et du coup, tu as créé ton entreprise. C'est une franchise qui s'appelle Timic Mac. C'est une franchise d'origine bretonne. On est le premier sur le Nord et c'est une franchise de vide-grenier permanent. D'accord. Est-ce que ça, c'était un parcours auquel tu t'étais destiné initialement ou alors pas du tout ? Non, à la base, c'était pas mon cœur de métier puisque auparavant, j'étais dans l'industrie. D'accord. Donc j'étais gestionnaire de centre de profit pour une société internationale qui travaillait avec les principaux groupes Alstom, Airbus, Stellantis et autres dans le domaine de la qualité industrielle et du projet. Rien à voir du coup. Pas grand-chose, non. Et tu y as passé combien de temps ? J'ai fait 23 ans dans cette société. Donc j'ai démarré comme chef d'équipe et puis j'ai fini comme gestionnaire de centre de profit pour l'ensemble du Nord. Donc mon secteur partait d'en dessous de Lyon jusqu'au Luxembourg. D'accord. Et du coup, gros rythme de travail ? Oui, les semaines étaient à 70 heures, on va dire. Ça marche. Encore aujourd'hui, mais c'est différent. Je suis presque en vacances aujourd'hui puisque je fais plus que 57 heures, je crois. Donc petite semaine du coup. C'est plutôt cool, ouais. On aura l'occasion d'y revenir après. Du coup, dans cette première expérience carrière, du moins dans cette grosse expérience de 23 ans dans le domaine plutôt de l'industrie pour le coup, et du contrôle qualité, qu'est-ce qui t'a donné envie de changer ? Un gros burn-out en fait, donc marre, la surdose de travail, 70 heures ça se fait une fois de temps en temps, mais un moment, mais pas sur la durée. Quand on fait ça pendant des années et des années, la gestion du personnel, la gestion des conflits avec les clients, le commerce, l'industrie qui devient de plus en plus difficile, de plus en plus exigeante, à un moment donné, la pression, le besoin de... Ouais, c'est ça. On arrive au bout, quoi. Tout le monde a son seuil de tolérance et j'étais arrivé au bout. J'ai mis 23 ans, c'est quand même pas mal. Bien sûr. Une belle résistance. Mais voilà, donc j'ai décidé de changer de cap et de faire autre chose. Et puis le domaine de la brocante, le grenier permanent, c'est quelque chose que je faisais un peu de temps en temps quand j'avais un peu le temps entre les journées de travail. Dimanche matin. C'est ça, oui. Et du coup, arrivé à cette rupture, on a fait une rupture conventionnelle avec mon entreprise. Je me suis demandé ce que j'allais faire, donc j'ai mis mon profil en ligne sur LinkedIn, le fameux réseau, et effectivement les chasseurs de tête étaient nombreux, mais je me suis posé la question, est-ce que je voulais encore faire ça ? Est-ce que tu as envie de rester dans le secteur ? Est-ce que j'ai envie d'être dans ce secteur ? Alors effectivement, je gagnais très bien ma vie, mais globalement, je n'avais pas le temps de dépenser l'argent, et puis j'étais trop fatigué, et beaucoup de problèmes, on m'appelait jour, nuit, et je me suis inscrit à Pôle emploi, comme tout à chacun. Je n'avais jamais mis les pieds chez France Travail maintenant. Et je suis tombé sur une annonce de cette franchise qui cherchait des porteurs de projets. Et du coup, c'était l'occasion d'allier ce centre d'intérêt / passion que tu avais à titre perso et que tu n'avais pas trop le temps de pratiquer, et d'en faire peut-être une activité cette fois-ci professionnelle moins exigeante que la vie que tu avais précédemment, c'est ça ? Alors, donc, quand j'ai vu ce projet, effectivement, je m'y suis intéressé. De par mon parcours professionnel précédent, donc j'étais habitué à dresser des business plans et faire des études de marché, donc ça a été très rapide pour moi de voir la fiabilité et la viabilité du projet. Et puis avec ma compagne qui était elle aussi un petit peu entre deux travail, on s'est dit on va se lancer ensemble et on va essayer de créer quelque chose qui nous correspond, qui a un sens pour moi, parce que mon précédent travail n'avait plus de sens pour moi. Ouais. Et donc je voulais faire quelque chose qui m'apporte, mais qui apporte aussi à la communauté. Et la seconde main, on est en plein dans le recoller avec sujet, des valeurs au final. C'est ça, des valeurs plus humaines, avoir plus le temps de parler aux gens. Donc effectivement, je fais encore un bon nombre d'heures, entre 50 et 60 heures par semaine, mais c'est plus les mêmes heures. Ouais. C'est des heures où je vais prendre du temps pour parler aux gens, pour apprendre à les connaître, là où dans mon précédent métier, j'avais plus le temps de faire ça. Ok,
Ça marche. Tu as mis du temps à te rendre compte de ce burn-out, ou alors est-ce que assez rapidement tu t'es dit bon là c'est bon, j'en peux plus, j'atteins ma limite? Parce que c'est plus ou moins long, je pense, la phase d'acceptation un petit peu de cette situation. Moi je sais que j'ai mis un peu de temps, moi je suis passé par là aussi, j'ai mis un petit peu de temps à m'en rendre compte. Léo nous disait la dernière fois aussi que lui pareil, il a mis un certain temps avant de s'en rendre compte et avant de prendre des mesures. Est-ce que pour toi ça a été assez rapide, ou pareil pendant un certain temps tu as vécu avec ce mal-être? Alors, ben moi, j'ai commencé avec cette société qui était une société de moins de 100 personnes quand j'ai débarqué, qui est devenue une société internationale, donc c'était ma famille. Faut comprendre l'attachement que j'avais à ma précédente société, et j'ai fait 3 burn-out avant de sortir les voiles. En fait, j'en ai fait un petit, puis un moyen, et puis un très gros. Et au gros, tu t'es dit je vais pas tenter le très gros. C'était le très gros en fait, le c'était dernier, le très gros, puisque j'étais quand même dans les cordes et j'étais hospitalisé d'urgence. D'accord, oui, ok. Donc il y avait une notion médicale. C'était pas juste un mal-être, il y avait aussi une dimension médicale qui fait qu'il fallait t'arrêter dans tous les cas. Il y avait une dimension de survie presque. Ok. Et qu'est-ce qui t'a, dans ces moments-là, qu'est-ce qui t'a donné cet élan? Parce que quand on est dans ces situations-là, souvent, on a... Enfin, moi, je sais que je l'ai vécu comme ça, j'avais plus le goût de faire quoi que ce soit. Et cette prise de risque et se dire, je vais encore me lancer dans quelque chose, est-ce que c'est le soutien aussi peut-être de ton entourage? Tu nous disais ta femme qui t'accompagne aujourd'hui dans ce projet-là. Est-ce que... Globalement, moi, je suis un combattant. Ok. Donc, j'ai commencé mon parcours professionnel en étant militaire. Ok. Donc, j'ai eu un parcours assez chaotique au niveau de ma carrière militaire, puisque j'ai participé à un conflit. Et puis après j'ai fait photographe, donc complètement différent, donc reformation, repartir sur des projets, donc je suis un aventurier. Et une fois qu'on se repose après un burn-out et qu'on prend conscience, et j'ai cette faculté à pouvoir analyser les choses et se dire on va pas rester sans rien faire, c'est pas mon tempérament. Être un suiveur, c'est pas non plus mon tempérament, donc j'ai besoin de mener un projet. Je suis quelqu'un qui s'ennuie facilement, donc j'ai besoin de porter des projets, j'ai besoin d'être actif, et puis ça s'est fait naturellement finalement, puisque tout mon parcours professionnel, aussi bien la partie militaire, photographe, que la partie gestionnaire de centre de profit, finalement m'ont formé à faire cette dernière aventure qui, je l'espère, sera ma dernière aventure professionnelle. Ok. Alors si on devait donner une note, parce que du coup ça fait écho un peu plus tard, à ton état d'esprit, de santé avant d'entamer cette transition. Alors j'imagine que la note est très basse de ce que tu m'expliquais, mais on est en dessous de zéro. On est en dessous de zéro, là, on est dans le négatif. Donc il fallait faire quelque chose absolument. On est blackout, donc c'est plus de son, plus de lumière. Ça marche. Et puis aujourd'hui c'est totalement l'inverse. Donc on est à 9,5 sur 10 quoi. C'est-à-dire que là où moi je me suis vu arriver sur le parking d'une entreprise partenaire où je ne pouvais plus descendre de la voiture. C'est-à-dire que ma tête disait il faut aller au travail, mais mon corps ne voulait plus descendre de la voiture. Et aujourd'hui, j'ai un magasin qui ouvre à 10h et à 7h30 ou 8h, je suis au magasin et je suis en train de ranger dans les allées, je passe le balai, je passe un coup d'aspirateur, je prends la perceuse. Enfin, je suis toujours actif et je suis enchanté de voir les clients passer la porte du magasin. Ça marche. Il y a une forme de reconnaissance, je veux dire reconversion, de reconnaissance aujourd'hui dans ton métier qui permet de gérer la pression différemment, tu penses ? En fait, tout le parcours auparavant m'a amené à gérer de la pression et c'est plus la même pression. En fait, quand on est... Et c'est là que les gens ne doivent pas avoir peur de la reconversion parce que c'est vrai qu'on est dans un confort, même si on est dans le mal-être, il y a un salaire qui tombe, il y a une certaine sécurité, il y a la peur de l'inconnu. Il y a la peur de l'inconnu, et là on se lance complètement dans l'inconnu. Mais globalement, en fait, c'est que du positif. C'est la pression, elle n'existe pas aujourd'hui. Même avec, on connaît tous la clientèle, quelquefois on peut avoir des gens qui sont compliqués, on va dire. Mais c'est plus de la pression, c'est presque un amusement. De gérer des problèmes, aujourd'hui, ça devient un amusement où il y a encore 1 an et demi, c'était une montagne que j'avais devant moi. Aujourd'hui, c'est une souris. Ok. Donc la pression se gère différemment parce que là, tu gères quelque chose qui te ressemble, que tu as formé à ta façon et surtout quelque chose dans lequel tu t'épanouis. Là où dans ton précédent métier, alors au début, il y avait peut-être cette forme de découverte, d'épanouissement, mais que tu avais un peu perdu avec le temps au final.
si je Ouais, comprends bien. je dirais même plus de pression en fait. C'est même plus de la pression. En fait, Ok, c'est la vie quotidienne dans un environnement où on se sent serein. ok. Donc même quand les problèmes arrivent, en fait, c'est plus des problèmes. C'est de la gestion journalière dans un environnement qui te permet de le faire en toute quiétude. Et cette construction de projet que tu as eu, du coup, aujourd'hui, la société, tu l'as avec ton épouse, vous l'avez ensemble, c'est ça? Non, en fait, c'est moi le porteur de projet. D'accord. Mon épouse est un peu moins aventurière, donc elle m'a dit OK, vas-y. Mais Conjointe c'est- collaboratrice ou... elle est salariée, Elle est salariée, elle ok. est salariée, ça lui va bien. Elle aime moins la pression que moi, elle est beaucoup moins aventurière et bah, du coup elle suit et puis bah, j'ai dans l'idée quand même, puisque dans mon précédent poste, j'avais quand même très porté sur le développement, c'est d'en ouvrir plusieurs, donc de donner les rênes du magasin Ok. lancé à ma conjointe ou à une personne de confiance, aller en ouvrir un autre et puis C'est une bah, période de formation camouflée, en fait. ouais, c'est ça un peu, ouais, tout à fait. Ouais. Entendu. Est-ce que dans le parcours de construction que vous avez eu, du coup, enfin, indirectement ta femme, mais toi aussi, est-ce que il y a des moments où tu as rencontré des situations que tu n'envisageais pas, qui t'ont donné envie de faire demi-tour, ou est-ce que, au final, de par ton expérience, tu avais vraiment une vision assez précise de ce qu'allait être la création d'entreprise et tout s'est déroulé comme tu l'imaginais? Non, non, la création d'entreprise, c'est montagne russe. En fait, globalement, si j'avais été dans l'état d'esprit de mon emploi précédent, j'aurais enchaîné un deuxième burn-out. Enfin, un quatrième du coup, puisque j'en étais déjà au troisième. C'est montagne russe. C'est des problèmes de normes, c'est des problèmes avec les artisans, c'est des problèmes. Mais en fait, encore une fois, c'est l'état d'esprit qui fait que le problème ou la pression n'en est plus une. On s'en amusait presque, alors qu'un an et demi avant, j'aurais été au fond du trou. Et là, on s'amusait presque des problèmes et on les réglait les uns après les autres, aussi grâce à l'expérience accumulée. Aujourd'hui, lancer une entreprise en France, c'est compliqué. Oui, tu disais tout à l'heure, le fait d'avoir réalisé plein d'études de marché dans ton précédent métier, etc., ça t'a donné, j'imagine, une clairvoyance au niveau du marché qui existe, mais surtout de la méthodologie. Parce que quelqu'un qui veut créer son entreprise, qui n'a jamais fait avant, on lui dit de faire une étude de marché. Oh, c'est quoi? J'en sais rien, je connais pas. Toi, tu avais quand même quelques freins qui étaient levés là-dessus. Mais malgré ça, on rencontre quand même un moment, on travaille avec d'autres personnes qui sont peut-être moins actives, moins penchées sur le projet. C'est le nôtre, on a envie, donc nous, on est à fond dedans. Et d'autres personnes vont peut-être gérer 20, 30 autres, 40 autres porteurs de projets. Et du coup, forcément, moi, je l'ai vécu comme ça. Parfois, c'est frustrant parce qu'on donne notre dossier entre les mains de quelqu'un d'autre. Et puis là, on se rend compte que ça traîne. On se dit, oui, donnez-le moi, je vais le faire vite. Ça sera vite fait. Et Ouais. Alors, en fait, j'ai un tempérament vraiment de fonceur. ok. Donc du coup, moi, j'ai pas rencontré énormément de problèmes. Par exemple, avec la franchise, au niveau des banques, ils me disaient c'est difficile d'avoir des crédits. J'ai sollicité deux banques, les deux étaient partantes. Ok. Parce que déjà, j'ai pris un fil conducteur pour construire ce nouveau projet. J'ai commencé à me former, donc Oui. je suis allé voir les organismes. Et pour ça, la France est bien faite. Autant c'est difficile de lancer un projet, autant c'est quand même facile d'être accompagné. Par qui tu as été suivi? Donc j'ai été suivi par la chambre Chambre de de commerce qui m'a fait une formation sur 6 semaines D'accord. qualifiante sur créateur d'entreprise. Donc du coup ça a peaufiné, parce que bon, j'avais quand même un gros bagage, mais ça a peaufiné pas mal de points d'interrogation que j'avais. J'ai été suivi aussi par Val Initiative Oui. sur le prêt d'honneur, et puis par Noractif pour le cautionnement du prêt pour lancer. D'accord. Donc j'ai passé finalement 4 certifications avant de lancer mon projet. Ce qui était peut-être difficile pour d'autres, mais moi ça m'a rassuré sur les tenants et les aboutissants et les chiffres que j'avançais. Ça m'a permis de peaufiner le projet pour arriver à quelque chose d'abouti une fois que je me suis vraiment lancé sur... La création d'entreprise, moi je la vois comme une prise de risque, mais qui doit être mesurée et prise en conscience. Et au final, je pense que se faire accompagner, justement, ça permet d'avoir des avis d'autres personnes, peut-être de mettre en avant des points que nous, tout seuls, on n'aurait pas vus, mais d'avoir des avis et des conseils de personnes qui ont accompagné X autres structures. Moi, je trouve que c'est hyper enrichissant, parce qu'au final, ils me dire, ouais, attention, là, ça, j'ai déjà quelqu'un qui a rencontré cette difficulté-là, et ça permet de désamorcer, en fait, des pièges, parfois. Ouais. Plutôt que de tomber dedans et de perdre. Alors les impacts peuvent être plus ou moins grands. Parfois on va peut-être perdre quelques dizaines d'euros à l'échelle d'une entreprise. C'est pas
mettre en danger l'entreprise normalement, mais parfois il y a des problèmes qui peuvent être plus importants, et le fait de pouvoir en discuter avec d'autres personnes, je trouve que c'est hyper enrichissant. Et pareil pour mon entreprise, je suis passé avec différents organismes, le fait de rencontrer ces personnes-là qui viennent aussi parfois apporter une validation sur le projet et dire je pense que votre idée est bonne et je pense que vous faites bon chemin, ça permet justement sur les montagnes russes dont tu parlais tout à l'heure, dans les moments où justement on est en bas, de nous remonter et de réussir à atteindre cette espèce de moyenne que moi je vois comme étant la bonne prise de risque par rapport aux enjeux qu'il y aura derrière, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, il y a tout un accompagnement, tout plein de structures en France qu'il faut solliciter d'ailleurs. Souvent, on essaye de faire ça un peu dans son coin et non, il faut travailler en équipe et il faut prendre tous ces organismes et tous ces conseils, tous ces avis, positifs ou négatifs, comme une équipe. Donc moi, j'ai construit avec eux une relation. Par exemple, avec mon comptable qui était tellement emballé par le projet, à un moment donné, quand je cherchais le local, il y en avait un qui était à vendre. C'était plusieurs centaines de milliers d'euros quand même. Oui, parce que ton local est assez grand. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir. T'as combien d'espace à peu près de vente? Là, on a 800 mètres carrés. Ouais, c'est un Alors, beau, c'était pas ce local-là, c'était un autre. Puisqu'il y a eu des hauts et des bas. Il y a un local, le premier local que j'avais trouvé, il y avait un avis d'expropriation dessus, dont on n'était pas au courant. Et donc, j'en ai parlé à mon expert comptable, ça remettait un petit peu en cause tout le projet. Et puis, j'en avais trouvé un autre, mais finalement qui était à vendre. Et lui, on s'était vu 2 fois quand même. Et il me dit, c'est pas grave, on va créer une SCI ensemble. Et puis, mon beau-frère, il est lui dans le BTP. On va faire une SCI finalement à 3. Toi, tu apportes les compétences terrain. Moi, j'apporte un peu de financement. Et puis, mon beau-frère, il va faire le BTP. J'hallucinais un petit peu. Mais globalement, en fait, quand on se rend compte, quand on dégage quelque chose de positif, on emmène les gens avec nous. Ce que j'avais plus il y a 1 an et demi. Oui. En fait, globalement, j'arrivais plus à tirer toute mon équipe derrière moi parce que qu'ils globalement, sentaient que toi-même t'étais plus, j'étais plus dedans. Je faisais encore beaucoup d'heures, mais en fait, c'était plus des heures très très productives. Ouais. Alors que là, j'étais dans le bon move, j'étais positif, plein d'allant, plein d'idées, et les gens, ils se laissent emmener. En fait, les portes qui se sont ouvertes. Ils demandent que ça. En fait, les organismes, les gens qui nous accompagnent, qu'on côtoie au jour le jour, demandent que ça. M'accompagnent la première. Là où j'étais un peu aigri, forcément, un peu, voilà, je rentrais. Ça... Oui, il y a des répercussions sur la vie perso, souvent quand on est dans des états extrêmes comme ça. Et les personnes les plus proches, c'est celles qui prennent le plus, généralement, parce que c'est celles qui sont le plus compréhensives. Là, elle, pareil, elle s'est laissée emmener par le projet, et puis finalement, on en est là aujourd'hui, c'est super. Alors aujourd'hui, Timic Mac s'est lancé depuis combien de temps? Enfin, du moins, ta franchise de Timic Mac est lancée depuis... Donc on est lancé depuis 3 mois et c'est déjà un succès, on va dire, puisque tout le magasin est plein. On a déjà eu plus de 5000 objets qui ont changé de main. Okay. Et ça, c'est quand même top sur sur l'économie circulaire, la surconsommation. On va avoir un vrai impact. Mm-hmm. On a d'ailleurs eu une lettre du sénateur du Nord. On n'était même pas encore lancé, on était encore dans les travaux, qui nous remerciait d'avoir ouvert ce commerce parce que ça allait aider le bassin valenciennois. Ça permet aux gens de créer de la valeur ajoutée sur des choses qu'ils auraient pratiquement jetées ou données, oui. et aux autres d'acheter à très peu coût. Ça crée du pouvoir d'achat, voilà. Et ça limite les investissements d'une autre personne. Donc au final, chacun se retrouve avec un petit peu plus d'argent que ce qu'il y avait au démarrage. C'est complètement ça. Et donc les gens adorent. Et en plus, il y avait eu des reportages à la télé, notamment sur M6, il y a un an et demi, je crois, sur ce concept-là. Et plein de gens nous disaient, quand on a ouvert, on attendait ça à Valenciennes. Parce que il y en avait ailleurs, dans des villes d'ailleurs de moindre importance, mais nous, on n'avait pas ça sur Valenciennes. Donc le concept, au final, pour pouvoir l'expliquer, c'est tu as des étagères un peu partout. Et moi, je vais venir et je vais te louer entre guillemets 1 mètre ou 2 mètres d'étagère pour pouvoir y déposer mes objets. Tu les vends pour moi et moi je viens récupérer l'argent une fois que c'est vendu. Ou je récupère le matériel si c'est pas vendu. T'as tout dit. En fait, globalement, c'est sous forme de box qui font à peu près 1,50 m sur 1,60 m de haut, ce qui permet de déposer entre 50 et 60 articles. Les gens peuvent réachalander au fur et à mesure que ça se vend.
Et puis nous on les vend pour eux, donc ils ont des petites étiquettes avec le petit code barre, ça implémente leur cagnotte et à la fin ils récupèrent leurs objets ou ils les donnent à une association. On a fait 3 box associations dans le magasin, ce qui permet vraiment de rien jeter. On est sur un magasin qui se veut pour 0 déchet, donc ils peuvent donner ces objets là ou les reprendre. Et puis on leur fait un chèque du montant de leur cagnotte. Donc c'est plus ou moins aléatoire, hein, suivant notamment les prix que les gens mettent, parce que c'est eux qui choisissent de mettre la valeur de leurs objets. C'est eux qui estiment le prix que vaut leurs vêtements ou leur bibelot de décoration. Tout à fait, ouais. Le gain moyen, par exemple, sur 4 semaines, puisque c'est généralement le temps que les gens prennent un box, il est de 150 €, tout frais déduits. D'accord. Eh aujourd'hui, quand même, faire 150 € avec des objets qui traînaient, soit dans le garage, dans le grenier ou dans les placards, qu'on aurait pratiquement jetés. Surtout si on est un petit accumulateur comme... moi, je sais que j'ai tendance à avoir du mal à acheter parfois certaines choses, et au final, j'ai des choses qui sont chez moi et que je n'utiliserai jamais. Hein. Je sais, au fond de moi, que je les utiliserai jamais, mais je les garde. Peut-être qu'un jour. C'est ça. On a aussi les décès. Oui. Les parents proches ou moins proches qui viennent à partir, et on se retrouve avec un tas d'objets qu'on n'a pas envie de jeter, qu'on n'a pas envie de donner, on ne sait pas trop quoi faire avec. Là, on a plein de gens qui nous louent des box et qui se disent je fais une bonne action. Je vais récupérer un petit peu d'argent qui souvent sert à entretenir la mémoire de la personne qui est partie, ou aux enfants ou aux petits-enfants en disant voilà, c'est la cagnotte de mamie, on a vendu ces objets, mais c'est la cagnotte de mamie ou de papy. Ça allège aussi les démarches, je pense, parce qu'il y a beaucoup de démarches administratives en cas de décès. On n'a pas envie aussi de multiplier les annonces sur le Bon Coin, Vinted, etc. Là, au final, je centralise tout un endroit et je me débrouille. Et les déménagements aussi. Oui. Quand on déménage, on jette beaucoup de choses. Bien sûr. Parce qu'on est pris par le temps. Là, les gens nous déposent, ils se disent voilà, tout ça, c'est ce que je devais jeter ou donner. Et ma foi, je vais aller le poser à cet endroit-là. Je vais y passer une fois par semaine pour aller ranger un petit peu mon stand et remettre des articles. Et puis à la fin des 4 semaines ou 8 semaines, si les gens reconduisent, j'aurai écoulé 60 ou 70% des choses que j'ai données. Le reste, je donne à une association, je repars avec mon chèque. Et on a des chèques qui sont très très conséquents. On a des gens sur 4 semaines qui arrivent à faire 600 ou 700 €. C'est carrément bien. C'est beaucoup. Hein. Bon, c'est un super projet. C'est vachement bien. Puis je suis content que tu puisses t'épanouir dedans aujourd'hui avec ton épouse. Comme je l'ai fait pour les numéros précédents, je prendrai ta carte et je vais te remettre la carte de la personne qui est passée avant toi. Ouais, d'accord. Comme ça, il y a aussi notre économie circulaire à nous. Avec les cartes de visite. On la mettra dans le petit présentoir du magasin. Super. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de témoigner, de partager ton expérience. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à suivre la chaîne, à vous abonner. C'est ce qui va permettre aussi à Reconversion de perdurer et de vivre sur le temps. Encore merci pour ce témoignage et à bientôt. Ouais, et moi je vais faire le salut de Team Micmac, qui sont tous habitués au magasin comme la reine d'Angleterre. Allez, on est parti.